Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ciné 3000. Aujourd'hui, épisode un peu particulier parce qu'on sera que deux avec Jules. Salut Jules, comment tu vas? Salut tout le monde. Est-ce que tu es prêt à parler de ce nouveau film qui est No Other Choice de Park Chan-wook? Bien évidemment, très très bon film. 심호흡하세요. 나는 좋은 사람이다. 실직은 하고 싶어서 안 돼. 아니다. 여기 적힌 것들 자제하기. 아빠 취직할 때까지. Alors, avant de commencer par le petit tour de table, je vais juste introduire le film et donner quelques éléments dessus. Donc, un petit synopsis. Donc, c'est un film qui est sorti, le 11 février 2026, et je vais vous faire un petit résumé. Yu Man-soo, cadre modèle dans une papeterie, est licencié après 25 ans de travail. En pleine chute sociale, il met en place un plan extrême pour éliminer ses concurrents et récupérer une place dans un monde devenu impitoyable. Le budget était de 17 milliards de won, donc 12,2 millions de dollars. Quand j'ai vu 17 milliards, je me suis dit, au début, j'avais pas vu que c'était won, j'ai eu un petit bug tout à l'heure en regardant. Mais non, c'est que 12,2 millions de dollars. Les acteurs principaux, on a Lee Byung-hun dans le rôle de Yu Man-soon et sa femme Son Ye-jin qui fait le rôle de Miri. Donc c'est les personnages principaux. Désolé pour la prononciation, c'est peut-être catastrophique. C'est sûrement catastrophique, mais On va faire au mieux. voilà. Le dernier film de Park Chan-wook, ça a été Decision to Live, qui est sorti en 2022. Le film actuellement, il est dans plusieurs... il a fait un peu le tour des cérémonies. Au festival de TIFF, il a eu un International People's Choice Award. Il est aussi sélectionné au Festival de Venise en compétition pour le Golden Lion. Le Critic Choice Awards en 2026, nomination aussi pour le scénario. Et enfin, il a été soumis par la Corée du Sud aux Oscars de 2026. Voilà un peu pour les éléments du film. Et ajouter on va aussi commencer. que c'est une adaptation Oui, effectivement, c'est une adaptation d'un livre de Donald Westlake qui s'appelle Le Couperet. Et le film, c'est pas un remake d'un autre film, mais il y a Costa Gavras, le film est dédié à Costa Gavras, à la fin on le voit, qui a fait cette adaptation aussi, qui lui s'appelait Le Couperet, donc c'est le titre du livre, et qui est sorti en 2005 avec José Garcia. Et là, Park Chan-wook, il le refait à sa sauce. Est-ce que tu as vu la version de Costa Gavras? Non, non, je Non, connaissais ouais, pas moi du tout l'existence ni même du livre, ni même du film. J'ai un peu découvert ça avec aucun autre choix. Bah, vas-y, continue dans ta lancée, Jules, et dis-nous un peu ce que t'as pensé du film pour le petit tour de table, petit avis rapide. Très rapide, pour moi, Park Chan-wook qui retrouve sa thématique fétiche qui est la violence et la vengeance. On sait qu'il a fait sa trilogie de la vengeance de 2002 à 2005 avec 3 films. Et aussi, il retrouve l'univers du système de travail en Corée. Mais il garde ce côté, je sais pas comment le décrire, mais quelque chose de burlesque du cinéma coréen où tu peux jongler entre un thriller, de la violence et d'un coup passer à de la comédie noire en 2-3 plans et 2-3 scènes. Et le réalisateur, quand il nous raconte la descente aux enfers de cet ouvrier Mansou, qui subit le déclassement social, bah, il nous raconte tout ça à travers une réalisation. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une mise en scène aussi forte, aussi esthétique, aussi léchée. On sent vraiment qu'il est à l'apogée de son art, parce que là c'est son 12e long métrage, 12 ou 13e, et il a plus de 60 ans, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc vraiment, il a trouvé la réalisation magnifique et hyper innovante et originale. Et aussi une bande originale que j'ai trouvée présente, enfin bien présente, qui arrivait bien à ponctuer le récit. Voilà, rapidement. Ok, bah super. Je pense qu'on va un peu se rejoindre sur le film. J'ai trouvé que c'était vraiment un super. Enfin, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant ce film. Ça résonne fortement avec moi sur les thèmes. Donc, comme tu l'as dit, euh, même de l'innovation dans le travail, du capitalisme forcément, et de la force ouvrière.
des thèmes qui ont beaucoup résonné avec moi. La réalisation, j'ai trouvé ça. Tu vois, la semaine dernière, enfin, lors de notre dernier podcast, pardon, on a beaucoup parlé du fait que Hamnet était très classique dans sa réalisation, avec ouais, vraiment quelque chose d'assez. D'assez. Enfin, pas de grande envolée, je trouvais, en termes de plans. Là, pour le coup, il y a certains plans qui m'ont beaucoup surpris, Ouais. on en reparlera tout à l'heure. Des plans que tu n'as Euh, jamais vus, même au cinéma. Enfin, moi, ouais, je peux dire qu'il y a des plans que je n'ai jamais vus ailleurs que des dans ce choix, film. exactement, des choix originaux, et puis un scénario bien ficelé du début jusqu'à la fin, vraiment un très bon film que je conseille du coup à tout le monde. Mon seul petit bémol sur le film, c'est comme, enfin, on en parlait en off, j'ai trouvé un peu long, il dure 2h20. Je pense qu'on aurait pu un peu couper à certains moments, mais ça reste quand même un très très bon film. Oui, très agréable à regarder. Et avant qu'on rentre dans le scénario, moi je voulais faire un peu de contexte sur le cinéma coréen. Toi, c'est quoi ton Ouais. rapport au cinéma coréen, à ses réalisateurs, à ses acteurs? Comment t'es rentré là-dedans? Alors, je suis arrivé très tard au cinéma coréen, pour être honnête. J'étais longtemps que sur le cinéma occidental. Je suis arrivé très tard du coup, comme je dis, sur le coréen. J'ai découvert surtout avec des films comme Memories of Murder. Mhm. Ouais, voilà, j'ai vu les classiques, des Derniers Trains pour Busan, Old Boy, voilà. Enfin, j'ai vu que des classiques. En fait, c'est vrai que tu identifies vite quels sont les codes du cinéma coréen, avec vraiment un mélange des genres qu'on retrouve très très peu dans d'autres types de films. Là, je l'ai revu récemment. J'ai vu Classe moyenne, le film avec Ramsey. Et dans ce film-là, je voyais vraiment l'empreinte du cinéma coréen, avec vraiment un mélange des genres. Mais oui, c'est vraiment ce qui le caractérise le plus, je trouve, et c'est ce qui le rend le plus original. Puis après, on a eu Parasite, qui est vraiment qui synthétise le mieux ce type-là de cinéma, avec vraiment quelque chose de cynique, d'horrifique et de marrant en même temps. Donc ça résume vraiment tout ce qu'on aime dans le cinéma coréen, et je comprends vraiment pourquoi il a cette particularité et pourquoi il sort autant du lot, quoi. Et toi, Jules, dis-moi quel est ton rapport avec le cinéma coréen? Bah, c'est vrai que moi je connaissais un peu avant, donc en fait quand Parasite est sorti en 2018 et que vraiment ça a explosé, et il a tout raflé, des millions de spectateurs dans le monde, les gens ont été surpris de certaines scènes très violentes, très crues, très comiques à la fois, avec aussi un fond politique très puissant qu'il y a chez Bong Joon-ho. Et les gens se sont pris ça presque assez durement, ils ont été surpris, mais en fait pour ceux qui avaient regardé les autres films de Bong Joon-ho ou d'autres réalisateurs, c'était plutôt un film même plutôt léger. Pour du cinéma coréen, c'était quand même très international. Et moi, j'ai vraiment apprécié que Parasite ait autant de succès, parce que ça a un peu ouvert un peu sur ce cinéma contemporain coréen. Parce que moi, le cinéma coréen, je l'ai découvert à travers donc, les trois réalisateurs qui, selon moi, ils dominent ce cinéma coréen contemporain depuis les années 2000. Donc, comme on l'a dit, il y a Bong Joon-ho, qu'on ne présente plus parce que c'est le plus connu de tous. Il y a Kim Ji-woon, qui lui est plus est beaucoup dans la violence et l'esthétique, avec des films comme J'ai rencontré le diable, A Bittersweet Life. Et enfin, le dernier, Park Chan-wook, donc avec sa trilogie de la vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, son chef-d'œuvre qu'il a fait connaître, et Lady Vengeance, qu'il a tourné en 3 ans, des films qui traitent vraiment de la vengeance. Et pour moi, je l'ai découvert avec ces trois réalisateurs qui, on peut les mettre au même niveau, même si dernièrement, Bong Joon-ho, il s'est ouvert à Hollywood et à Netflix, on l'a vu. Et il a un peu perdu cette teinte coréenne, notamment sur Mickey 17, qui était un peu mollasson, on va dire. Mais je trouve Ouais, ouais, que carrément. la filmo de ces trois réals, qui ont pareil entre 55 et 60 ans les trois, c'est le cinéma coréen contemporain. Leurs films se répondent, que ce soit sur la société. Bong Joon-ho, c'est plus sur la nature et les animaux. Park Chan-wook, la vengeance et le salariat. Kim Ji-woon, vraiment la violence aussi. Enfin, vraiment le thriller policier. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert. Et aussi c'est pour rappeler qu'on a des films comme ça en Corée, parce que le système de cinéma coréen, il s'est inspiré de notre CNC. Je sais pas si tu savais. Et donc eux aussi ils pratiquent l'exception culturelle, ils soutiennent les films coréens, ils les diffusent à l'international pour qu'ils soient connus. Donc eux ils ont ça s'appelle le KOFIK, Conseil du film coréen, qui a été créé en 73. Voilà, c'est pour ça qu'on a des films aussi
originaux, impactants, avec des gros budgets. Et ça fait toujours plaisir de voir autre chose que notre cinéma occidental. Mais même leurs séries, enfin, le soft power coréen en termes de divertissement, là c'est assez impressionnant. Avec Squid Game, oui. Ouais, ou même sur Netflix, il y en a beaucoup. Il y a plein de séries coréennes qui nous arrivent. Ouais, c'est impressionnant l'essor du cinéma coréen sur ces dernières années. Et c'est vrai je trouve qu'il y a vraiment un avant, un après, en tout cas dans le grand public, Parasite, où après Parasite, ça devient vraiment quelque chose que tout le monde connaît, quoi. Oui. Mais avant ça, c'est vrai que ça reste plus. Enfin, Memories of Murder et Old Boy, c'est quand même des énormes films, hein. Mais c'était moins un grand public. Mais oui, c'était plus pour les cinéphiles qui sortaient un peu de l'Europe et qui allaient vers l'Asie. D'ailleurs, j'ai vu là pour le dernier film de Park Chan-wook là, dans la séance à Châtelet, à l'UGC Châtelet, c'était le film avec le plus de spectateurs, quoi. Donc, Au Neverdale. ouais, au Neverdale, Eh bien, c'était oui, 80 j'y étais. spectateurs. Ouais, bah le film le plus vu de la journée, quoi. Ouais. Donc assez impressionnant devant le scène Help de Sam Raimi ou d'autres films. Donc vraiment, c'est vraiment un cinéma que le public français attend Oui, beaucoup. oui, c'est vrai qu'en Europe, on est assez friand de ça. Et Puis en vrai, quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Je me suis dit, mais vraiment, le public français en termes de cinéma, on est vraiment un des meilleurs publics au monde, quoi. oui, on fait honneur. En fait, on fait honneur à des. On aime Hollywood, hein, on aime tout ce qui est. On mange tout ce que l'oncle Sam nous donne, mais mais surtout qu'on a des distributeurs français aussi, c'est eux qui poussent ces films-là. Ouais. Si on a pu voir des Memories of Murder dans les années 2000, où Bong Joon-ho il était inconnu au bataillon, c'est qu'il y a un distributeur français qui s'est battu parce qu'il a vu ce film, il s'est dit c'est important que les Français le voient. On peut commencer avec l'acting, si tu veux. Comme ça, après, on peut se concentrer sur le Oui. scénario et la réalisation. Est-ce que ça te va Acting et personnage. Oui, acting et Ouais. personnage, exactement. Bah, tu veux commencer? Je Oui, te laisse bah, commencer, très rapidement, Jules. Vas-y. Bah, on retrouve bon après en fait le cinéma sud-coréen, enfin ces trois réalisateurs, c'est rarement des personnages féminins principaux, même si là il y a donc la femme de Mansu qui est assez présente, mais on suit quand même énormément Mansu, l'ouvrier cadre qui est licencié. Après en fait ce que j'ai vu c'est que l'acteur qui s'appelle Lee Byung-hun. oui, voilà, c'est ça. Je l'ai plus. Lui, en fait, il est un peu considéré comme un des acteurs un peu beau gosse de la Corée. Et là, du coup, il fait le contre-pied en le transformant en presque un personnage dans Fargo, en fait. Des personnages ordinaires qui se retrouvent à faire toutes sortes d'atrocités pour garder leur statut. Et j'ai vu que le personnage principal, il ressemblait un peu donc à des personnages qu'on a dans Sympathy for Mr. Vengeance, le premier film de la trilogie Vengeance de Park Chan-wook, où c'est un peu des bras cassés qui kidnappent la fillette de leur patron pour avoir de l'argent. Et là, c'est un peu ça, c'est un peu un bras cassé, notre héros, mais il fait des choses assez horribles. Mais sinon, ouais, rien de plus à dire sur les personnages en général. Après, c'est plus sur les thèmes du film. J'enchaîne, mais avec le niveau acting, en fait, ce qui est agréable, je trouve, c'est qu'on n'est pas dans le surjeu constant. Ce qui change parfois avec le cinéma américain. Là, vraiment, on est beaucoup plus dans la retenue et sans en faire trop. Et vraiment, je trouve ça change pas mal. J'ai beaucoup aimé, moi, l'acteur du premier concurrent de Mansu, donc qui décide d'aller rendre visite. Je trouvais qu'il jouait trop bien. Mhm. Enfin, j'avais beaucoup de sympathie pour lui et jusqu'à la fin, vraiment, j'avais tellement. En fait, le choix des acteurs est super parce que t'as toujours énormément de peine pour Oui, pour les concurrents. Et parce que dans leur visage, en fait, t'as toute la sympathie pour eux. Et je trouvais ça super dans le casting parce que du coup, t'es jamais vraiment du côté de ton héros principal parce que t'as de l'empathie pour les autres. Et non, sur l'acting, bon, pas de grande envolée, je trouve, mais oui. Et après, c'est toujours. tout le monde est super, quoi. C'est toujours dur de juger pour nous, Européens. Effectivement. Quand c'est des acteurs, disons anglo-saxons qui parlent anglais ou espagnol, qui sont peut-être un peu plus proches de nous, là on parle d'acteurs asiatiques qui, peut-être qu'on n'a pas aussi toutes les références, et même sur même la façon dont ils parlent, nous on ne sait pas si ils le font Oui. vraiment bien ou pas. Quand un acteur français il fait une phrase qui est mal jouée, nous on le sent tout de suite. Là, bon,
C'est difficilement dur à sentir. C'est toujours plus dur à juger. Et puis, tu as aussi des particularités, tu vois, de pays sur la façon de Oui. jouer, tu vois. Enfin, les Américains sont pas mal dans le surjeu. Oui. Là Je aussi, trouve là où que- le coréen, les acteurs coréens, ils ont ce truc. La Corée a toujours été déchirée entre orientalisme, enfin, si, orientalisme et occidentalisme. C'est vraiment le pays, je trouve, asiatique, même plus que le Japon, qui est vraiment, tu sais, déchiré entre son côté asiatique et son côté hyper occidental, presque très américanisé. Et, et dans leur jeu, il y a un peu de ça, je trouve. Des fois, il peut y avoir des gros moments burlesques où ils vont jouer à donf le truc. Et parfois, ils vont se calmer. Après, je trouve que c'est un entre-deux assez intéressant. Voilà. Pour l'acting, est-ce qu'on passe directement à l'histoire, les thèmes? C'est Je ça, pense que oui, c'est scénario le et sujet thème. principal du film, enfin le plus gros du film. Vas-y, je vais te laisser commencer, Jules. Ouais, bah on peut. Enfin, j'ai trouvé. On va alterner, Ouais, évidemment. voilà, oui, parce que j'ai trouvé trois thèmes dans le film, moi, qui reviennent principalement. Bon, d'abord, celui qui intéresse le plus Park Chan-wook, je suppose, le déclassement social en Corée. Ouais. Et comment donc le travail en Corée, c'est comment tu vis à travers ton travail et comment ça peut t'emmener très très loin pour ne pas perdre ce statut. Parce que je pense pas qu'il y ait d'indemnité chômage en Corée. Bah, Tout au long du justement, film, le non, héros il ouais. se fait traiter de sale chômeur, etc. Mais je pense que c'est une traduction parce que ils ont pas l'air d'avoir de. Enfin, même sa femme lui dit, elle a dit, pour qu'on Non, je tienne pense encore pas. les mois, j'ai dû prendre ton indemnité, j'ai puisé dans ton indemnité de départ. Et je pense pas qu'il y ait donc de chômage comme chez nous. Bah, en fait, le déclassement est tellement rapide enfin, Fulgurant. et le personnage tombe de tellement haut que ça m'étonnerait qu'ils aient des indemnités chômage. Mais je crois pas que ce soit la philosophie de toute façon. Et puis enfin, je pense que c'est culturel, la dureté envers les chômeurs. Je retrouve pas mal, enfin, on retrouve ça pas mal ici aux États-Unis ou même au Japon. Mais je crois Une qu'en vraie en Asie, honte. c'est quand même oui, le Ouais. travail en Asie, ça a une symbolique que nous, Européens, parfois on peut même pas imaginer, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que dans ce film, je me suis dit vraiment, c'est la plus grande des tares d'être chômeur là-bas, quoi. Et d'autant plus, je me disais, en fait, pendant le film, au bout d'un moment, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont pas le chômage. Enfin, c'est vrai que nous, on a le chômage, quoi. Donc, c'est quand même, enfin, on a le chômage, ça aide, c'est pas non plus des sommes astronomiques. Mais je veux dire, t'as quand même de quoi te retourner, quoi. Là-bas, c'est vraiment, enfin, tu tombes de tellement haut d'un coup, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis dit, purée, on a de la chance, faut pas qu'on perde ça quand même en Oui, France oui, tout le long ça du remet film, les quoi. choses en perspective. Et après, en France, oui, envers les chômeurs, il y a moins de violence. Mais là, tout au long du film, euh, c'est ça, il se fait traiter de sale chômeur. Il perd tout, il perd son statut de père, son statut d'homme. Tu sens que c'est quand même une société tournée vers le passé par rapport aussi aux hommes et aux femmes. C'est lui le père de famille, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme, elle travaille pas au départ. Et Non, ouais, ouais. donc il y a vraiment il subit le déclassement social. Alors que si j'ai bien compris, pour moi, c'était juste un ouvrier qui était passé cadre, enfin cadre ouvrier, un peu un entre-deux, parce que Park Chan-wook, lui, il est très souvent sur plutôt les prolos, on va le dire, hein, comme Bong Oui, oui. Joon-ho. Tu vois, dans Sympathy for Mr. Vengeance que j'ai vu, pareil, le héros, il bosse dans une usine où ils font des sortes de billes en fer. Là, donc, il travaille dans le papier. Et j'ai bien aimé qu'il positionne aussi, pour continuer sur l'industrie, qu'il positionne le film sur le papier, parce qu'il y a un côté archaïque au papier quand il pense. Enfin, Oui, mais c'est ça ces qui mecs se est le plus battent. intéressant. Voilà, et tout tourne autour de l'industrie du papier. Pour tous les personnages, ils se battent, ils vivent pour le papier. Alors que la Corée, c'est quand même une société hyper développée, très moderne, au sens asiatique moderne du terme, où bah, il n'y a plus de papier en fait. Tout est numérique, et ces mecs se battent pour ça, sachant qu'on sait que le papier va certainement disparaître dans les décennies ou dans les siècles à venir. Et il y a ce côté, tout ça pour ça. Tu sais que même pendant le film, je faisais le lien avec, donc tu vois, à la fin du film, c'est sur l'innovation. Est-ce que l'innovation peut créer au monde du travail et donc engendrer de plus en plus de chômage? En fait, pendant le film, je me disais, mais c'est aussi enfin, je pense que c'est aussi une métaphore de la réalisation, tu vois. Est-ce que la réalisation comme avant, avec les réalisateurs du coup comme Park Chan-wook qui ont un certain âge et qui ont connu cet artisanat
euh, où t'es nombreux pour faire ça, et c'est des petites mains, tu vois, je me dis, mais la réalisation ou le cinéma va connaître la même chose avec l'IA et va se faire complètement... t'as des pans entiers du cinéma qui vont se faire détruire. Donc je voyais aussi ce lien-là dans le film avec le papier, parce que on rentre dans une nouvelle ère où les personnes qui ont donné leur vie pour le papier, là, en l'occurrence, se retrouvent mais mis sur le carreau du capitalisme, en l'occurrence. C'est une grosse critique. Enfin, Oui, c'est pas une grande trouvaille de le dire, mais c'est oui. vraiment une forte critique du capitalisme et de montrer la faille du capitalisme. Est-ce que en fait, le fait que ça peut détruire entièrement des familles ou même des gens, quoi. Ouais. Mais alors, pour revenir sur cette industrie du papier, parce que c'est quand même assez étrange de se baser sur le papier. En fait, au début du film, je me dis, bon, ils se battent tous pour ça, mais on sait très bien que maintenant, le papier, il est fait dans des usines par des robots. Mais par contre, ils expliquent quand même au cours du film que eux, ils travaillent pour le papier spécialisé, tout ce qui est cigarettes, passeport, filtre, enfin pour des livres et des choses comme ça. Et tu te dis que, au final, pour revenir sur euh, l'analyse que tu as faite par rapport au cinéma, ça peut vouloir aussi dire que cette industrie va quand même perdurer dans le temps, peut-être d'une autre façon, peut-être plus spécialisée. Peut-être comme pour le cinéma, parce que c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé à la métaphore par rapport au métier de cinéaste, mais c'est vrai que en fait, oui, le cinéma, c'est un travail d'équipe, et c'est un travail industriel. Ce film-là, ce que j'ai trouvé le plus fou, c'est qu'il est tellement actuel. Déjà, pour un réalisateur de 60 ans, il est tellement actuel. Mais aussi, tu te dis pas, c'est un vieux con qui rejette le, qui rejette l'évolution, le changement. En fait, c'est des vrais problèmes qu'on va rencontrer dans le futur, dans nos métiers, tous, je pense. Donc pour ça, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Rien que d'en reparler, je me dis vraiment c'est super intéressant sur ce point-là Et ça du rejoint, film. oui, mais même depuis, même depuis les années 2000, lui, il en a toujours parlé du salariat en Corée, des employés, des ouvriers, des petites mains parce que c'est une Et puis société qui travaille. tu perds même le syndicat, la force de travail, tu vois, enfin la force de travail ouvrière, elle est perdue Oui. totalement parce Au que début du du coup, film, ils sont t'es trois tout seul, quoi. à la réunion du syndic, ils sont trois. Ouais, c'est ça exactement. Donc, Et puis aussi, pour expliquer un peu le film, donc on a parlé surtout du début là, enfin du début et un peu de la fin, mais on n'a pas parlé de tout le milieu du film. Et en fait, tout le milieu du film, le personnage principal, il va se rendre compte que, en fait, il essaye de retrouver un job, mais il n'y arrive pas. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est complètement déclassé. Et donc, il n'arrive pas à retrouver de travail, et donc il le vit très mal, évidemment. Et ce qui va l'amener à vouloir, en fait, éliminer une personne qui est déjà en poste dans la dernière usine de papeterie je sais même pas dans quelle ville c'est. non, Je sais même c'est plus. pas cité. C'est pas cité, ok. Et donc il va essayer d'éliminer donc la personne qui possède son poste dans la dernière usine de papier de sa ville. Et donc il va élaborer tout un plan pour éliminer cette personne, mais avant ça, éliminer aussi les personnes qui pourraient être de potentiels concurrents et donc qui pourraient prendre sa place à un entretien. Et ça rejoint le second thème que je voulais aborder avec toi, la violence en Corée, et comment le cinéma coréen il est traversé par la violence de la société, que ce soit la violence au travail. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de résidus de la guerre de Corée, qui a fait beaucoup de mal. Enfin, la Corée, tu vois, quand on y repense, c'est quand même un pays séparé en deux, déjà. Donc il y a tout ce truc qui sous-tend la société coréenne. La guerre de 1950 avec les Américains, je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Ouais, Et évidemment. même là, dans le film, le grand-père du héros, il a été au Vietnam Exactement. et ça Ouais, l'a, et ouais, ça l'a Vietnam. traumatisé. Donc c'est vraiment comment cette violence, elle infuse dans la société et comment la brutalité du système donc du travail, ça rend les gens brutaux parce que notre héros, c'est un bon père de famille, aimant, travailleur, souriant, et il se retrouve à devenir une bête féroce pour sauver tout ça parce que le système le rend comme ça. Ouais, et puis même tu peux te dire, le capitalisme, en fait, il faut écraser les autres, il faut écraser tous les concurrents pour être en fait le dernier à pouvoir bénéficier du système, quoi. Donc tu es obligé de marcher sur tout le monde, de tuer tout le monde pour t'en sortir. Donc ça aussi, sur cet aspect-là, le fait bon de tuer, parce que du coup, il tue tous ses adversaires,
C'est intéressant Mhm. sur ces thèmes-là, tu vois. Et aussi sur le... Donc sa femme comprend qu'il a commis ces meurtres, mais elle ne dit rien, elle cache. Et pareil, on est sur cette violence cachée qui est mise sous le tapis parce qu'ils n'en parlent pas. Et elle fait ça, pareil, pour sauvegarder la famille, sauvegarder ses enfants. Et elle se rend compte que son mari, il a été très très loin pour sauver la famille, donc elle se rend compte de ça, mais elle dit rien à personne. Et ça, sous-entend ce truc de, il n'y a pas de, enfin, la violence est entourée de tabous un peu dans cette société. Exactement. Et puis tu sais, même tu vois, la famille un peu, la famille nucléaire, les 2 chiens, les enfants, la maison, les voitures comment on dit, mince, en prêt à la banque. En fait, quand je regarde les films, je me dis, mais en fait, tout ça, c'est vraiment le piège, quoi. Un piège de capitalisme où t'as l'impression que tout t'appartient, en fait, que ton travail va te permettre de subvenir à tes besoins et te permettre d'avoir tous ces biens, mais en fait, au moment où un mec aux États-Unis décide de fermer ta boîte, tu perds tout d'un coup, quoi, et tu te retrouves dans un piège et dans une spirale enfin, qui t'emmène en enfer, quoi. Et c'est vrai que Et oui, du coup, c'est oui. Il y a une petite pique pour nos amis américains, parce que oui, on le voit au début du film, c'est un Américain qui ferme, et qu'est-ce qu'il lui dit l'Américain? We have no other choice. Pas d'autre choix, aucun autre choix. Et c'est une phrase qui reviendra assez souvent au cours du film, que ce soit en anglais ou en coréen. ouais, tu te demandes qu'est-ce qui justifie, du coup, enfin, jusqu'où les gens sont prêts pour avoir un boulot et pour Bah, ils ont pas d'autre choix. Vraiment, c'est ça, c'est... Le héros n'a plus d'autre choix que de faire ça. Tellement c'est trop violent pour lui. Alors c'est peut-être overkill ce que je vais dire, tu vois. Et j'en reviens souvent à ce film parce qu'il m'a tellement surpris, tu vois. Mais ça me fait revenir à la zone d'intérêt, tu vois. Jusque où t'es prêt à aller pour ton pour ton bien-être en quelque sorte et pour continuer à mener la même vie que t'avais. Enfin, jusque où t'es prêt à aller, quoi. Et vraiment, et je pense que du coup c'est ce qui est encore une fois intéressant avec ce film, c'est que vraiment t'es prêt à aller jusque. Enfin, l'humain est souvent prêt à aller jusqu'au bout et jusqu'au pire des atrocités pour faire perdurer son camp, son clan, sa famille, quoi. Et ça, c'est bien pour l'histoire qu'il aille loin, parce que ça change de suivre des personnages un peu sales, on va dire. Mais au final, par rapport à la vision qu'a Park Chan-wook de l'humanité, bah, c'est désastreux, parce que ce qu'il dit au final, c'est que quoi qu'il arrive, le père de famille aimant, qui était alcoolique et qui s'est soigné, qui s'est repenti. Il s'est repenti de son alcoolisme, aussi un truc qui sous-tend dans le film beaucoup sur. On sent que les Coréens ils ont un très gros problème de boisson. Dans le film, il y a au moins 2 alcooliques. Et, et tu sens il s'est repenti, il fait des efforts, mais il rebascule quand même. Parce que c'est trop violent pour lui. Il est obligé de basculer, d'aller jusqu'au bout. À la fin, il arrive à ses fins. Le héros n'est Oui, pas sanctionné. Il n'y a pas de conséquences. En tout cas, on ne les verra pas. On se les imagine, mais on ne les verra pas. c'est vrai qu'on est loin pour le coup, tu vois, des films américains où t'as toujours la morale à la fin. Enfin, les films occidentaux en général, où t'as la petite morale à la fin qui te dit oui, en fait, si tu fais des mauvaises choses, t'arrives des mauvaises choses. Là, pour le coup, on se, on se débarrasse vraiment de ces considérations-là Oui, parce que, en fait, non, il faut faire. Enfin, dans ce film-là, il faut faire le mal pour réussir à être le dernier, c'est quoi. ça. Et ça marche. Et en plus, il est Le sauvé pat- par la Providence. Parce que ouais. une sorte de hasard du destin fait que le faisceau d'indices qu'il y avait autour de lui, bah, il est annulé parce que les 2 personnes qu'il a tuées étaient en concurrence d'une boîte. Donc il pense que c'est une sorte de double disparition, que c'est eux qui se sont auto-tués, ou il y en a un qui a tué l'autre et qui a disparu. Donc tous les soupçons sont lavés, il s'en sort, il obtient son travail, et il se retrouve tout seul dans cette usine. Et c'est vraiment la fin douce amère par excellence, où tu te dis, ce personnage il a quand même tué 3 personnes, mais je suis quand même avec lui, mais en même temps, et c'est ça ça montre que c'est quand même un assez grand film, c'est qu'il y a cette fin en demi-teinte. Comme tu dis, il n'y a pas de morale, mais surtout parce que tous les persos sont. Enfin, tous les personnages sont. Il n'y en a aucun qui est irréprochable. Que ce soit le personnage principal, sa femme, tout à l'heure t'en as parlé, qui va couvrir les meurtres de son mari, la femme du premier concurrent. Enfin, en fait, on a très peu de personnages dans cette histoire
irréprochable, quoi. Donc, même l'enfant, l'enfant du personnage principal va commettre un vol, tu vois, et ça montre même enfin, à quel point, du coup, je trouve que ça montre vraiment le déterminisme, quoi, parce que cet enfant qui était dans une vie parfaite, il a pas eu besoin d'aller voler des iPhones, et il se retrouve, ses parents se retrouvent déclassés, ils ont plus rien, qu'est-ce qu'il fait en premier? Bah, il va aller voler, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, parfois, les justifications un peu de l'extrême droite tu sais, c'est par rapport à une ethnie ou quoi que les personnes vont voler. Non, non, c'est juste parce que les gens sont pauvres et qu'ils ont plus rien et c'est pour ça qu'ils font ça, quoi. Donc, ça aussi, tu vois, la descente aux enfers de la famille, de l'enfant. Ça entraîne tout. Euh, La petite fille qui ne peut pas vivre de sa passion, le violoncelle, ça impacte Ouais. tout en fait. C'est pour ça que le père doit aller jusqu'au bout. Moi, j'ai juste une petite réserve au niveau des. Alors, peut-être, on va en parler, peut-être tu auras quelque chose à dire sur ça, mais tu vois, sur les meurtres, donc t'en as 3. Un qui se passe. Enfin, aucun qui se passe. Enfin, 2 qui se passent mal. Et je trouve ça un peu fou que le dernier se passe aussi bien, quoi. Je me dis. Enfin, je me suis un peu dit. Ah, mais le mec est devenu. Le mastermind de l'assassinat là, au dernier meurtre, quoi. Alors que les 2 premiers, c'est une catastrophe. Oui, mais parce Et que je me dis, mais. il rentre dans une je- routine pour moi. Ouais, mais son meurtre est parfait, quoi, le dernier. Et il y a Enfin, aussi, je me et il dis. y a aussi un truc de. Ce que tu remarqueras, c'est que donc, pendant toute la première partie du film, il lutte contre son alcool. Enfin, ça fait 9 ans qu'il n'a pas touché à une goutte d'alcool. Et pour le troisième meurtre, il se retrouve à boire de l'alcool. Et ça fait je pense que ça le débloque. Ça le désinhibe totalement. Et après, il devient une sorte de meurtrier parfait. Parce qu'il avait juste besoin de sa goutte d'alcool Ouais, pour passer le cap et assumer pleinement son travail d'assassin. c'est sa potion magique. C'est le Astérix du C'est un peu meurtre. ça, hein. C'est le Obélix. Ouais, c'est ça, ouais. Mais surtout que Quand il prend cette bière mélangée à un shot de Jägerbomb, là, Ben, boum. D'ailleurs, bon, on en parlera dans la partie réalisation, mais le plan à ce moment-là, j'ai adoré. Oui. Oui, oui, J'ai oui, adoré. Ouais, le dernier meurtre est parfait, quoi. Le dernier Enfin, était parfait, mais il moi, est dans sa routine. je me disais, purée, là, c'est impossible qu'un mec sache qu'il est pas mort tout seul, quoi. Donc, ouais, non, on prend même un peu de. C'est horrible à dire, mais un peu d'admiration à la fin quand tu vois qu'il y arrive parfaitement, Ouais. qu'il a tout réussi, quoi. Tu te dis, mais. Bah, ça qui est bien, En fait, c'est le que le mec- personnage, il est entre les deux, quoi. Il fait des choses horribles, Ouais. mais et le réalisateur filme de telle sorte que on l'apprécie quand même un petit peu parce que c'est quand même dur ce qui lui arrive. Ouais, en fait, tu comprends. Et du coup, tu te retrouves dans la position du personnage parce que tu te dis, ouais, je comprends. Enfin, tu comprends jamais. Enfin, c'est toujours horrible ce qu'il fait, mais tu te dis, Oui. ah ouais, je vois pourquoi il le fait, quoi. Tu pourrais le comprendre. Et en dernier thème qui m'a marqué, que j'ai trouvé aussi intéressant dans le film, c'est que c'est presque un film sur la nature au final. Très peu de scènes en ville, les maisons sont toujours à l'orée de forêt. On parle de l'industrie du papier qui est fait avec des arbres. Le héros Mansu, il a la main verte, il est passionné de plantes. Donc c'est presque... Il y a beaucoup de scènes dans la forêt. J'ai pas trop réussi à analyser plus que ça la chose, mais j'ai pas trouvé que c'était un film très urbain en fait, alors qu'on est en périphérie de ville, mais comme si peut-être aussi entre le travail et le capitalisme et la forêt, il y a quelque chose qui s'oppose entre le héros est-ce qu'il va vers donc cette nature avec ses plantes, il fait vraiment ce qu'il aime, ce qu'il fait vibrer, ou est-ce qu'il reste dans ce truc de papier où la nature a été transformée. Et ça fait un peu comme Bong Joon-ho, lui tu sais, il a sa fixette sur les animaux. Oui, effectivement. Et, Mais d'ailleurs, et juste, c'est comme si la société coréenne, elle est ultra urbanisée, ultra occidentalisée, très développée. Est-ce que le réalisateur, il prône pas aussi une sorte de retour à la nature pour se désengager du travail, des usines, du béton? J'ai mais trouvé d'ailleurs, même je trouve la ça beau. conclusion du film, enfin, t'as la conclusion, puis après l'après-film, c'est la déforestation automatisée. Enfin, Oui. il te le montre bien que c'est quelque Oui. chose d'horrible, quoi. Donc, Oui, ouais. lui qui aime les plantes, même pour le premier meurtre, il prend une première plante et en fait tu sens qu'il la pose parce qu'il veut pas la... Enfin, il fait pas ce meurtre aussi parce il veut pas casser le pot de plante. Au final, il travaille dans une industrie qui détruit la nature. Et ça, Oui. ouais. Mais même, tu sais, tu vois l'état mental de la famille et même du père de famille via le jardin.
que ce soit donc de Mansu ou aussi du premier adversaire. En fait, Mansu au début du film, enfin, et d'ailleurs c'est fait exprès, mais t'as l'impression qu'il est dans un rêve, Oui, image très un saturée. soleil, le jardin est parfait, la maison est parfaite, enfin tout est parfait. Et en fait, plus t'avances dans le film, plus son jardin il devient catastrophique en termes, enfin il devient horrible avec des mauvaises herbes, pas entretenues. Vraiment, ça devient Son état mental. ouais, un terrain vague, quoi, le pourtour de sa maison. Et t'as la même chose pour son premier adversaire, sa maison, il y a que des mauvaises herbes autour. Et il le dit, elle est très mal entretenue et il y a plein de parasites qui mangent les. Il y a ce plan sur les Exactement. coccinelles qui dévorent une feuille. D'un coup, on Donc, zoome. tu vois, genre, par ça aussi, par la nature aussi, il explique l'état dans lequel est la famille. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça dans le film, t'as raison. Et ce qui est bien, c'est que ouais, tu vois, ce film, t'as vu le nom, là, les 3 thèmes principaux, donc déclassement social, violence et nature. euh, le réal, il arrive à te faire passer ça, mais c'est inconscient en fait. Mais c'est parce que nous, on a un peu analysé les images et on réfléchit un peu autour de ça, mais c'est que ça montre à quel point Park Chan-wook qui maîtrise son cinéma et son art, c'est que il arrive à mettre plein de thèmes dans le film, mais qui sont pas dérangeants pour l'histoire. L'histoire avance et c'est tous ces thèmes qui sont autour. Et je voulais finir sur un dernier truc très coréen, donc le premier meurtre, qui est un peu la scène principale du film, enfin le début des péripéties. Et donc, tu sais, je te parlais de ce côté burlesque coréen. Et en fait, le premier meurtre, moi j'ai rigolé, franchement, toute la salle, on a rigolé à gorge déployée parce que il veut tuer le mari. Il y a sa femme qui arrive, ils se battent, il y a des plans hyper farfelus, on les voit sous le canapé en train de chercher le. C'est drôle. Et, euh, et après, je me suis renseigné parce que je me suis dit, j'ai vu ça aussi, on voit ça aussi dans Parasite, avec la scène finale où ça part totalement en cacahuète. C'est ça qui avait choqué les gens qui connaissaient pas le cinéma coréen. Et en fait, c'est un aspect culturel du cinéma coréen que j'ai l'impression que quand tu connais pas trop ce cinéma, ça peut te paraître assez étrange. Et donc, moi, j'appelais ça le burlesque coréen. Et en cherchant sur internet, j'ai trouvé, c'est quoi le terme? Je vais te lire ce que j'ai trouvé. Donc c'est le terme coréen Pixari est une interjection argotique marquant la survenue d'un événement saugrenu au sein d'un mécanisme prévisible et bien huilé. Il est revendiqué par Bong Joon-ho lui-même comme un élément clé de la composition de ses films. Il lui sert à désigner l'irruption soudaine d'une dimension comique et absurde à l'intérieur de séquences a priori inscrites dans une tonalité émotionnelle dramatique. Ou à l'inverse, d'un élément de pathos inattendu dans une scène a priori dévolue au registre de la comédie. Devenu une véritable marque stylistique de son œuvre, le Pixari constitue la cheville articulaire d'une pratique du mélange des genres, où le burlesque côtoie tour à tour le mélodrame, le film policier ou le film fantastique. Donc en fait, c'est ce que je cherchais, ce burlesque, c'est ça, c'est le Pixari, que tous les On, réals coréens utilisent au final. ouais, on le retrouve beaucoup dans ce film-là. Et et comme toi, ma séance, beaucoup de gens ont rigolé. Ou des scènes où habituellement, dans un autre type de cinéma, On aurait peur. tout le monde serait sous tension. Là, tu l'as la tension, mais elle peut être, ouais, comment on dit, désamorcée Oui, par cet oui. humour. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache aussi aux héros, parce que vu que c'est assez drôle quand même s'il y a des gens qui meurent, tu te dis, bon, allez, c'est quand même. Enfin, Oui, et vraiment, puis le ça, cinéma coréen, c'est vraiment culturel chez eux. C'est très, vraiment, ils ont le bon dosage parce que si tu pousses un peu trop loin, bah, ça devient une sorte de film comique, peut-être à la Philippe Lachaud, ça devient un Marvel. voilà. Et si tu vas trop dans le sombre, bon bah voilà. Et c'est comme la scène, moi, là où j'ai le plus rigolé, c'est la scène où la veuve, donc enfin la femme du premier personnage qui tue, elle le pourchasse dans la forêt en hurlant, Oui, armé du pistolet, et lui qui crie aussi en toile cirée rouge de pêcheur et qui trouve pas les clés de sa voiture. Mais c'est vraiment, c'est- ça fait longtemps que j'ai pas autant rigolé presque au cinéma. ouais, ouais, elle est très drôle cette scène. Et oui, ouais, Alors que c'est horrible. enfin, Il vient de tuer son tu passes mari, la elle le dureté chasse. de. Oui, effectivement, c'est vrai. Et puis tu vois, c'est même. On se retrouve dans quelque chose de plutôt. Enfin, dans la vraie vie, quoi. Parce Oui, que. c'est la vraie vie, c'est une vraie poursuite. Ouais, personne n'est triste tout le temps. Ou personne. Enfin, t'as dans la vie de tous les jours un peu ce mélange de. T'as des moments tristes et tu désamorces avec des moments plus drôles, quoi. Enfin, Oui, comme donc, des fous rires à des enterrements. oui, exactement. Ça rend le Où, truc plus réaliste. oui, oui, dans la vraie vie, les gens, les gens souffrent et pleurent énormément, mais il y a toujours de l'humour qui apparaît dans les moments les plus, où on est au plus bas, où tu rigoles Ouais. jaune, tu dis, mais en fait, au final, ouais, on peut pas aller plus bas. Donc,
Et c'est vrai que ce plan où elle le Exactement. course en hurlant jusqu'à sa voiture, mais je sais pas où j'ai trouvé ça, mais tellement drôle. Ouais, c'est pour ça, moi je t'ai dit, les 2h20, il n'y a aucun moment où je me suis dit, bon. Mais à la fin, bon, c'est tellement bien ficelé que Bah, en fait, tu vois, ça fait c'est la pas la plus transition. grande critique du film. Oui, Hein. et ça fait la transition vers notre dernière partie, donc la réalisation. Pourquoi c'est pas dérangeant que ça dure longtemps? Parce que la réalisation est aux petits oignons. Ça fait, en fait, c'est ce que j'aime dans le cinéma coréen et aussi le cinéma hongkongais dont je parlais au départ. Je trouve il y a des similitudes. Chaque plan, c'est une idée presque. Et c'est quand même Ouais, dingue mais quand dès le tu y début du penses. film en Mais plus. Hein. tout le temps, t'es tout le temps surpris. Et parfois, c'est même trop. Parfois, tu te dis, Park, Monsieur Park, s'il vous plaît, posez la caméra, arrêtez, bam, surcadrage, surimpression, une caméra qui flotte, on dirait un oiseau. Après, gros plan, deux personnages, enfin c'est, tu t'en prends. J'ai presque envie de le revoir parce que il y a des fois, j'ai limite pas assez apprécié le film parce qu'en plus tu dois lire les sous-titres et en plus, le réal il t'envoie des plans que tu vois très rarement. Ouais, bah, et puis des bonnes idées. Enfin, dès le début du film, en fait, tu sais, t'as la petite fille, enfin, la petite fille qui joue du violoncelle en haut. Oui, Et au lieu de faire un plan de coupe où on passe de la famille en bas vers la famille, vers la petite fille en haut, caméra bah, en fait, flottante. t'as juste la caméra qui est sur une grue, j'imagine, et qui monte, parce que qui monte à l'étage, Et t'as qui tout, est et t'as tous les surélevé. tableaux, tous les personnages dans l'escalier et tout. Exactement. Et je me suis demandé, cette, cette grue, comme tu dis, mais au milieu du film, je me suis dit, mais attends, mais vu les mouvements de la grue et vu le chemin parcouru, moi je pense que c'est un drone. Je sais pas comment il a fait. Moi, je pense que c'est une grue, en vrai. Mais alors, Je sais mais pas, la mais... grue, enfin, une grue de cinéma, c'est grand, mais là, mais il te fait des mouvements, mais t'as l'impression d'être dans une sorte de nuage. Ouais, non, mais c'est vrai que, tu vois, ça c'est peu commun d'avoir quand même la caméra qui bouge autant. Puis surtout dès le début, quoi. Je me dis, purée, c'est le début du Premier film. plan. Il y a déjà Ouais, t'as déjà un super choix de mise en scène. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé trop bien, moi, c'est bah, encore une fois qu'on raconte l'histoire par la réalisation, Bah enfin oui. par la réalisation plutôt que tout expliquer. Tu vois, le moment où il commence à élaborer son plan de le moment où il commence à élaborer son plan de tuer ses adversaires. Oui. Il prend des... En fait, tu le vois juste aller à la poste, récupérer des lettres, placer les... mettre... Enfin... Oui. sur les fiches de Oui, chacun, placer les CV. noter les éléments importants, classer les gens dans un certain ordre. Et en fait, plus ça avance, sans que rien n'ait dit, plus tu te dis, ah ok, en fait, il va tuer ses adversaires, et là, il est en train de choisir lesquels sont ses plus gros adversaires, quoi. Et ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est tout ce que j'aime, quoi. Bah, c'est le cinéma, Pas tu besoin montres, de- tu montres Oui. les choses. Pas besoin de parler, on comprend tout, magnifique, quoi. À ce moment-là, j'ai vraiment adoré. Alors qu'un film américain, il t'aurait mis une voix off. C'est à ce moment-là que Ouais, je me suis décidé à passer à l'acte. Oui, t'aurais tout expliqué, que, enfin, quelqu'un aurait tout expliqué, quoi. Oui, ou un Et autre là, personnage vraiment, l'aurait expliqué. Et même avant, quand tu sais, Mansu est fan de botanique et de bonsaï et autres plantes, et il y a toute une séquence où il enroule, il casse une branche, il l'enroule de Oui. fil de fer, il met des coups de cut, on dirait presque qu'il démembre quelqu'un. Et ça, pareil, c'est 20 minutes au début du film, et dès ça, vu la façon dont il le filme, tu te dis, oula, il Ouais. va faire ça avec autre chose après. Et ouais, c'est un beau. Et Un beau franchement, callback, à 60 ans passés, avoir une réal aussi, je sais pas, moi j'avais le mot smooth qui m'est venu à la bouche, tu sais, voilà, Ouais, ouais. c'est fluide, Effectivement, ouais. et ça fait presque, parfois ça pourrait faire un effet cheap d'un étudiant ciné qui a voulu trop en faire, mais en même temps c'est tellement ingénieux. Parfois ça fait un peu série B, les deux personnages au téléphone, et c'est pas un split screen, mais ils sont collés dans la même image, ou la surimpression. La surimpression, c'est quand même quelque chose d'assez suranné, ça fait film des années 70, mais ces surimpressions, elles sont tellement bien faites et bien timées entre un feu de bois, une maison, des trucs que tu vois pas venir, que en fait il est toujours à la limite. Ça pourrait être un peu kitsch, un peu, tu te dis bon papy arrête, et il est toujours pixel perfect comme on Et- dit. Ouais, il y en a une qui m'a surpris, c'est un peu sur. Je sais pas si tu te souviens, mais en gros, t'as la boîte de la fausse arme qui construit. Oui, Et à un moment, t'as du coup une surimpression sur la boîte parce que ça reflète le perso principal. Et après, en fait, le perso principal sort de la boîte.
je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, mais c'est un moment sur la boîte du jouet qui m'a surpris. Oui, Je me oui. suis dit, Ah ça, oui, où la c'est- caméra elle passe à travers? Non, je sais. Ouais. Ouais, Oui. non, en fait, il est un peu en comment dire, en reflet, mais il sort du miroir, en gros. Le reflet s'agrandit par rapport à la boîte. Mm, Et mm. c'est un peu particulier, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, Enfin, oui. plutôt cool comme idée Et en fait, tu sais, de mise en scène. dans notre. Quand on prépare les émissions, on se dit toujours, on prend 2 ou 3 plans qui nous ont marqué. Mais en fait, là, je crois que c'est pas possible parce que moi, il y en a la moitié, je me rappelle pas parce que ça allait presque trop vite et je pouvais pas lire les sous-titres, me concentrer sur la musique, etc. Euh, Si moi là où je me suis dit tout le long du film, ça va être comme ça va être une réalisation au cordeau avec des innovations à chaque plan, c'est pour la première tentative de meurtre où tu sais donc l'employé qui veut tuer pour prendre sa place, il est en bas et lui il monte au-dessus de l'immeuble. Et pareil, on part de l'employé qui est au téléphone, la caméra remonte, tu dis bon il va couper, il va couper. Hop, tu passes devant un poteau électrique, tu dis bah qu'est-ce qui se passe? Et tu retrouves en haut, en dessous, qui a fait tout le chemin et t'as tout dans le cadre. Après ensuite t'as un plan zénital hyper abrupt sur la tête de l'employé et après hop, énorme contre-plongée sur Mansu qui a c'est l'affiche du film, qui a ce pot de fleurs dans les mains. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va jamais s'arrêter, il va toujours nous envoyer de la Ouais, réalisation comme ça. et tout à l'heure, je l'ai évoqué, bon, j'en ai pas parlé plus, mais moi, le plan que j'ai adoré, c'est le plan du verre de bière. Oui, euh, où la caméra est dans le verre, enfin sous le verre, et en fait quand il boit, d'ailleurs je me demande comment ils ont fait. Parce que t'es vraiment, je me demande comment ils ont fait. Ils ont dû peut-être coller le verre sur la caméra et genre avoir un bras. Enfin, je sais pas, oui, mais et en la tout caméra cas, elle tourne quand il boit aussi. ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très clipesque même. Et je me dis pour un réalisateur de cet âge-là, je trouve ça hyper très jeune en fait, très ouais, très clip de musique quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que c'était un très beau plan. Bah, c'était un plan à la Euh, Vince Gilligan, tu sais, un peu Vince Gilligan de Breaking Bad, il aime beaucoup mettre sa caméra dans les oui, objets, ouais, dans les poubelles, effectivement. dans les coffres, dans les verres d'eau. Et, Puis tu sais, en plus, t'as le shooter qui est dans le verre qui oui, reclaque oui, oui. sur le fond. Non, vraiment des super idées de mise en scène dans ce film. Bon, Euh, J'avais aussi noté à la réalisation la forte saturation des couleurs au début du film, mais un peu pendant tout le film. Les couleurs sont très saturées. Le un peu rouge, trop à mon goût parfois. ouais, le rouge, le violet, ça ressort. Je sais pas si c'est vraiment une idée de Parfois, mise en ça cache. scène. Oui, parfois ça Ouais. gâche presque un peu l'image parce que tu vois trop la patte de l'étalonneur derrière presque. Ouais, et puis même parfois, ça cache aussi des fonds verts. Enfin, parfois, il y a des fonds verts. Et du coup, je trouve que comme très pétant comme couleur à certains moments, tu voyais vraiment les fonds verts. Et ça, j'étais un peu. J'avoue, je comprenais pas trop pourquoi il y avait des utilisations de fonds verts à certains moments. Euh, Enfin, en tout cas de CGI plutôt. Donc, ouais, il y a des moments, je trouvais ça pas trop Oui, justifié. Mais au bon. début du film c'est bien parce que c'est idyllique donc tu satures à mort Oui, pour montrer le côté onirique qui a pas duré. Mais après, exactement. ouais, c'était. Et autre chose, bon, moi au départ, je me dis que ça allait me déranger l'omniprésence quand même des smartphones et que tous les personnages s'appellent en FaceTime. Mais au final, ça joue dans le récit, sur la tension, etc. Et après, il y a quand même énormément d'écrans, parce que société sud-coréenne, pareil, hyper digitalisée, il y a énormément d'écrans, alors qu'on parle de l'industrie du papier, encore une fois, il y a cette opposition. Mais les reflets des personnages dans les écrans de smartphones et autres tablettes et ordinateurs. Pareil, j'ai trouvé ça grandiose. Enfin, j'avais jamais vu ça, des reflets aussi bien faits. Quand les policiers lui montrent une image sur l'ordinateur, hop, on voit sa Ah oui, tête ouais. et en même temps on voit la tête du policier dans les smartphones, dans les vitres. Tout ce qui est le reflet, je Ouais. me demande comment ils ont fait. Ça a dû être un travail. Je sais pas si c'est fait en post-production ou le jour J sur le tournage, Non, je pense que c'est fait en post-prod. mais En tout cas, ça m'avait l'air. c'était bluffant. Et mais du coup, pour revenir sur les 3 réals, donc les plus connus que j'ai cités, Kim, Bong et Park, pour moi, quand même, c'est. Parce que j'ai vu pas mal des films des 3, et c'est quand même celui qui a le plus de mise en scène, et le plus d'idées de mise en scène. Et je voulais te conseiller aussi un film, pour revenir sur le cinéma hongkongais, qui je trouve, il partage quand même pas mal de similitudes. Le film de Choi Ark, Time and Tide, sorti dans les années 2000. Et pareil, c'est un thriller policier, bon, c'est beaucoup plus action, et pareil, dans le film, à chaque nouveau plan, tu te dis, je n'ai jamais vu ça et qu'est-ce que ça fait là? Et
Et c'est pour ça que, parce que c'est quand même un cinéaste des années 2000, Oui, oui, Park oui. Chan-wook, et Hong Kong, c'était 90-2000, c'était le 80-90-2000. Et donc, en fait, ils font ça, même si c'est vrai que souvent, ça sert pas forcément le récit, hein, mais ça fait plaisir, ça change de notre cinéma parfois un peu plan-plan européen, ou même hollywoodien. Là, vraiment, ils ont pas peur de tenter. Et Le cinéma hongkongais en termes d'action, oui, bah là, pareil, action je sais et... pas si on fera. Enfin, peu de réalisateurs peuvent concurrencer, quoi. Mais Bah, Choi Ark, d'ailleurs, Choi Ark, un des plus grands. oui, Et je me suis dit à la fin du film, John Woo. oui, il y a John Woo, Bong et Kim, donc Bong Joon-ho et Kim Ji-won, ils doivent se faire, je pense qu'après avoir le film, ils vont peut-être se faire du souci parce que Park Chan-wook, il a quand même mis la barre assez haute, là où Bong Joon-ho sur Mickey 17, c'est un bon film, hein, mais il s'est un peu endormi. Peut-être qu'il s'est laissé endormir Ouais. par Hollywood, je sais pas. Ouais, moi, j'avoue que j'en garde pas un grand Non. souvenir de Mickey 17, malheureusement. Et même en termes de réal, etc. Je crois qu'en fait, au départ, moi, mon top 3, c'était Bong Joon-ho, Park Chan-wook et Kim Ji-woon. Mais je crois qu'après avoir vu ce film, je n'ai pas vu Mademoiselle ni Decision to Live. Et je crois que je vais aller m'empresser de les voir. Et je pense que Park va dépasser Bong. Moi, il faut que je rattrape Mademoiselle. Tout le monde dit que, enfin, tout le monde avait dit qu'il était super quand il était sorti. J'ai pas eu le temps de le voir, mais ouais, à rattraper. Est-ce qu'on a tout dit niveau réalisation? Je pense qu'on a tout dit niveau réalisation. Moi, non j'ai dit ce que j'avais à dire. Pareil. Enfin, tout dit ce qu'on pouvait dire. Enfin, Oui. ce qu'on a vu. Et encore, je pense qu'il y a, tu vois, sur les thèmes, on a Oui. quand même pas mal creusé sur les 3 thèmes, déclassement social, violence, nature. Je pense qu'il y a encore plein de choses. Même, on n'a pas tellement parlé de son épouse, mais il y a un truc sur la femme qui soutient la famille. Enfin, comment tu es dans un couple, dans cette société un peu patriarcale. Il y a encore Oui, pas le mal truc, de choses à dire. Oui. Même la scène de la enfin, de la supposée tromperie, Oui. elle est horrible. Oui, 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 vraiment. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire et ce film est vraiment. Bon, de toute façon, vous avez compris, mais on vous conseille chaudement d'aller le voir. Et surtout le voir au cinéma sur- parce que Exactement, c'est ouais. là, bon, on le dit à chaque fois, mais là vraiment, vu les propositions de réalisation, les mouvements de caméra, la musique aussi, que j'en ai parlé un petit peu au départ, la musique que j'ai trouvé super bien amenée à chaque fois, notamment la scène du milieu de film avec une musique, voilà, c'est hyper intéressant. Donc on vous conseille très chaudement ce film. Très chaudement. Et voilà, bah, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude parce que notre cher ami Nilo n'était pas présent. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est hyper rapide, pour un certain Pongiste et un certain Timothée. Voilà, ce sera les indices. Ouais, on vous attend. J'espère qu'on va aimer le film. J'ai trop hâte de le voir là. Et on vous fait le retour la semaine prochaine. Et puis on fait un gros bisou à notre Nico qui pouvait pas être là aujourd'hui. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.